Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Bonjour Philippe Delorme. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio, ce qui devient maintenant une prouesse. Parce que quand ce ne sont pas les grèves, ce sont les matchs. Ah oui, ça marche pas. Et donc ça devient très 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 compliqué de venir à Radio Courtoisie. Donc merci beaucoup Philippe Delorme. Les auditeurs vous connaissent, vous êtes historien, écrivain, auteur de nombreux ouvrages. Mais alors comme là vous êtes dans une nouvelle maison d'édition, c'est comme si vous étiez un débutant, un novice. Il n'y a pas de bibliographie, mais vous avez publié de nombreux ouvrages qui sont toujours... vous réussissez une harmonie entre une qualité d'écriture, une facilité de lecture, tout en maintenant une rigueur historique et des sources précises, ce qui fait, je pense, l'alchimie qu'attendent les lecteurs d'un livre d'histoire, parce que nous allons parler histoire aujourd'hui à l'occasion de votre nouveau livre, mais c'est vrai que si l'histoire n'est pas accessible pour le lecteur et pour le grand public, alors elle devient soit une espèce de firme passéiste, soit quelque chose pour des érudits et une petite caste d'intellectuels, ce qui ne présente évidemment aucun intérêt. Ça n'est pas le cas de Philippe Delorme. Oui, il faut trouver un équilibre entre l'érudition, le sérieux surtout, je crois, l'exactitude. Finalement, le travail de historien, c'est un travail simple, c'est d'essayer d'approcher le maximum la vérité. La vérité, c'est un terme peut-être c'est un gros mot aujourd'hui peut-être, mais en tout cas, en histoire, c'est une réalité. Comment les choses se sont vraiment passées. C'est ce que disait Léopold von Ranke, qui était un des fondateurs de l'historiographie moderne, un Allemand au XIXe siècle. Finalement, l'histoire, c'est montrer comment les choses se sont vraiment passées. Les faits études l'histoire, comme disait Lénine, pour reprendre une autre source. C'est déjà établir les faits, établir la réalité des événements avant même de les analyser et d'essayer d'en tirer. Alors là, effectivement, parfois en fonction de sa propre sensibilité. Enfin, déjà établir les faits dans leur réalité. C'est déjà un travail scientifique qui est celui, à mon avis, de l'historien que j'ai essayé de faire dans ce livre, dans cette histoire de France qui est une histoire de France. Qui, je pense, j'espère, est le plus proche de la réalité de ce qui s'est passé vraiment depuis 2000 ans ou plus sur le sol de ce qui est aujourd'hui notre pays. Alors, le titre de cet ouvrage, c'est Contre-histoire de France. Contre-histoire, avec un trait d'union entre contre et histoire. Ni romance, ni repentance, la vérité sur notre passé aux éditions Ring, qui est une maison d'édition qui se pense Pucci. Oui, ils ont fait des livres assez forts, un petit peu même un peu agressifs, avec par exemple La France Orange Mécanique ou des choses comme ça. Bon là, depuis 2 ans, ils ont voulu se lancer dans une collection d'histoires plus tranquille, j'irais, d'histoires plus classiques. Et donc, ce livre fait partie de cette collection qui était dirigée par Raphaël Dargent, d'ailleurs, qui a été qui est le directeur de la collection. Il y a eu plusieurs livres, il y en a eu un de Dimitri Casali, différentes choses. Donc c'est une maison d'édition un petit peu agressive dans certains titres, mais là, en l'occurrence, c'est un livre tout à fait... peut-être agressif quand même, en tout cas... Non, mais si je le signalais, c'était plutôt de façon positive, parce que d'abord, c'est une maison d'édition qui a pignon sur rue maintenant, qui s'est fait connaître justement par certains de ses ouvrages, et puis qui justement peut être amené à l'histoire un public qui est le sien. Absolument. Et qui, parce que c'est une publication Ring, va davantage s'y intéresser que si c'était Perrin ou Talandier, qui sont des maisons d'édition extrêmement importantes dans le domaine de l'histoire, mais qui peuvent paraître peut-être un peu ringardes à certains, ou paraître trop justement intellectuels, ou dans un microcosme qui pourrait... D'ailleurs, l'éditeur a
tenu à faire une couverture assez moderne, avec un chevalier en armure sur fond. Oui, c'est un peu digne d'Assassin's Creed. Voilà, donc c'est vrai que ça essaye de s'adresser à un public qui ne lit pas nécessairement de l'histoire, peut-être un public plus jeune. Exactement. C'est une bonne chose. Oui, oui, un public. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être partir d'un constat qui va paraître sans doute terrible aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais qui est un constat, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe Delorme. Les faits sont têtus et il faut, je pense, plus que jamais s'ancrer dans la réalité des faits et dans la réalité de notre siècle. Nous avons une jeunesse qui, dans sa globalité, n'a pas de passé, n'a pas de futur, ne veut plus d'enfants, ne s'intéresse pas à l'histoire et vit dans une consommation de l'immédiat. N'a pas de passé ou a un passé recomposé, redessiné. Qu'elle évacue. Voilà, cancel culture, hein, c'est-à-dire on efface tout, mais en même temps on met à la place des fausses notions. Certaines notions que je dénonce dans le livre sur l'esclavage par exemple, qui n'a pas été du tout, qui a été une horreur évidemment, la traite transatlantique, on ne la nie pas, hein, on ne l'efface pas, mais c'est aussi, il faut replacer l'esclavage dans un long terme. C'est une pratique qu'on retrouve depuis l'aube de l'histoire, et en particulier en Afrique. Où l'esclavage était une pratique une pratique courante et régulée entre les peuples africains, entre les royaumes africains, je crois que c'était Hollande ou Sarkozy qui disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Non, ils avaient tout à fait tort. Si, il y a une histoire, il y avait des grands royaumes, des empires qui se faisaient la guerre et qui avaient beaucoup d'esclaves, qui les revendaient. Et d'ailleurs, les esclaves qui ont été vendus en Amérique étaient vendus par des chefs africains dont c'était le revenu, dont c'était la ressource principale. Donc tout ça est beaucoup plus compliqué. Puis il y a aussi la traite musulmane qui apparaît à partir du 7e siècle et qui va drainer à travers le Sahara vers l'Asie, vers l'Afrique du Nord, des millions et des millions d'esclaves. Donc, et encore aujourd'hui, quasiment, parce que quand on voit le traitement des immigrés au Qatar ou en Arabie Saoudite, on n'est pas très très loin d'un esclavage, d'une forme d'esclavage peut-être un peu atténuée, mais à peine. Alors, on va reprendre certains points de votre ouvrage ensemble, Philippe Delorme, mais je voudrais quand même revenir un peu sur ce que j'ai dit sur cette jeunesse qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur. Alors, elle n'a pas de passé, bien sûr, tout le monde a un passé. Comme vous le disiez, elle a un passé recomposé, compliqué, un passé qu'elle cherche peut-être à oublier ou qu'elle ne cherche pas à découvrir. Mais cette volonté de la consommation de l'immédiat et du temps présent est quand même quelque chose d'assez révélateur de notre société. Rappelez-vous, alors il faudrait relister parce que les chefs de gouvernement ont quelque peu changé, mais il y a encore 1 ou 2 ans, la quasi-totalité des chefs de gouvernement de l'Union européenne étaient des gens sans enfants. Il n'y avait que des dirigeants, que l'on soit au Canada, que l'on soit au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, en France, même si M. Macron nous dit qu'il a des enfants et des petits-enfants, ce ne sont quand même pas ses enfants ni ses petits-enfants. On n'avait que des chefs de gouvernement sans enfants, ce qui est quand même assez caractéristique de... C'est-à-dire on enseigne, si on enseigne quelque chose, c'est une détestation, en tout cas, du passé français. Donc, d'ailleurs, l'argument, le prétexte de ce livre, ça avait été lorsque Laurent Dodge, en 2016, avait été invité à Trappes. Donc, Trappes, c'est une banlieue de Versailles à très très forte proportion d'immigrés, avec un maire d'ailleurs qui est
plus ou moins islamiste. Enfin, il y a eu des problèmes récemment. D'élection, voilà. oui. Et donc les instituteurs ou les professeurs d'histoire de Trappes certains avaient fait une pétition pour interdire à Laurent Deutsch de venir raconter son histoire de France. Alors, on sait que Laurent Deutsch n'est pas historien, c'est un comédien, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire de France. C'est un conteur, en quelque sorte, un conteur d'histoire, qui a fait aimer, je pense, l'histoire de France à des millions de personnes, parce que ses livres se vendent très bien. Et donc, il y a eu une pétition de ces instituteurs pour interdire à Laurent Deutsch de venir parler à leurs élèves en disant on n'est pas là pour faire aimer la France. Alors évidemment, moi c'est certain qu'un historien n'est pas là pour faire aimer un pays, il est là pour le faire connaître, pour le faire découvrir, pour lui donner aux enfants des pistes pour le mieux l'appréhender. Mais il n'est pas là non plus pour faire haïr la France. Hein. Et on a l'impression que chez la plupart des enseignants aujourd'hui, ou même des dirigeants, l'idée c'est de faire haïr ce qu'a été la France en noircissant le trait, en ne regardant que les mauvais côtés de l'histoire. Dans l'histoire, il y a des bons et des mauvais côtés, il y a des ombres et des lumières, mais là, on fait l'impasse sur tout ce qui a pu être glorieux ou exaltant pour n'insister que sur, même en les travestissant, certains épisodes moins glorieux. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été un peu l'idée de ce livre, c'était de remettre les pendules à l'heure. Pour un historien, ce n'est pas de faire aimer ou de faire détester. Hein. C'est pour ça que j'ai mis en sous-titre ni romance ni repentance. Je ne veux pas réécrire un roman historique comme celui de la Troisième République, celui de Jules Ferry, vous savez, ce roman historique qui était souvent peu tendre avec la monarchie, qui disait que la France avait commencé en 1789 et qu'avant tout n'était que finalement ténèbres et barbarie en quelque sorte. Et puis voilà, qui surtout a préparé des générations à la guerre de 14 et à aller la fleur au fusil se faire tuer pour la patrie. Donc c'est pas l'idée, n'est pas de réécrire un roman historique qui serait une espèce de vision travestie aussi de la vérité, mais en même temps, ce n'est pas la repentance perpétuelle qui consiste à dire que nos ancêtres étaient des salopards et des esclavagistes, des mâles blancs dominateurs, etc. Eurocentrés. Voilà. Donc, l'idée de ce livre, c'est d'être, pour ça, pour le titre contre-histoire, ça veut dire que j'essaie de faire une histoire à temps et à contre-temps, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire de faire la part des choses entre de ne tomber ni dans le travers de l'adulation et du roman, ni dans celui de la détestation, comme on voit aujourd'hui. Je pense que si on raconte l'histoire telle qu'elle est, quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts et ses qualités. Sur ces 2000 ans d'histoire, il y a des moments glorieux, des moments moins glorieux, mais bon. Voilà, c'est un tout qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Alors c'est tout de même une gageure que d'arriver en à peu près 480 pages à brosser presque 1500 ans d'histoire. Plus, même presque plus de 2000, parce que je commence au dolmen et au menhir. Oui, des origines voilà. À nos jours, en 45 chapitres qui jalonnent effectivement notre histoire de France, avec en début de chapitre à chaque fois une petite citation qui est extraite de l'histoire de France de la Wyss. Alors justement, ça c'est le roman national. C'était le roman national tel qu'on l'a enseigné encore. Moi, je l'ai eu. Enfin, je suis né en 1960. Dans les années 60, on continue encore à raconter l'histoire de France un peu de cette manière-là. Hein, et donc, à chaque fois, j'ai voulu mettre en avant une image un peu d'Épinal sur. Je dirais Clovis et le vase de Soissons, nos ancêtres les Gaulois, Jeanne d'Arc, des choses comme ça, telles qu'elles étaient présentées sous la Troisième et la Quatrième République. Et après, voilà, dérouler une vision plus scientifique, plus mesurée, plus exacte, je pense, de cette réalité. Mais bon, le petit clin d'œil, c'était à chaque fois, effectivement, de retourner à cette vieille histoire de France qui avait ses qualités en même temps, parce que ça a donné aux Français... Je pense qu'on pourrait, parallèlement à l'histoire, développer le roman historique, développer encore plus peut-être les films historiques, les
choses comme ça, les téléfilms historiques, les séries, ça marche très bien d'ailleurs, les séries historiques. Hein. Les Anglais font ça très bien, beaucoup mieux que nous, sur leur histoire. Ils ont des séries sur Elisabeth Ier, sur les Stuarts, tout ça, enfin des choses, les Tudors, beaucoup mieux. Je pense qu'on pourrait développer. Moi, ça a été un de mes... mon goût de l'histoire est venu de différentes choses, mais enfin en particulier des Rois maudits de Maurice Druon, hein, la version de 1973, là, avec Jean Piat, Hélène Duc, enfin c'était extraordinaire. C'était pas vraiment de l'histoire, c'est-à-dire que les personnages étaient réinventés un peu par Maurice Druon. Il ne parlait pas comme on parlait au XIVe siècle. Heureusement, on n'aurait pas compris. Mais voilà, c'était un des éléments qui m'a donné le goût de l'histoire. Aussi Alain Decaux, qui faisait cette magnifique émission où pendant 1 heure, il expliquait un sujet... sans notes, sans photos, sans projection, sans quoi que ce soit. Et on était scotchés pendant 1 heure à l'écouter. Donc, je pense qu'il y a à côté de livres comme le mien, qui sont des livres de vulgarisation, mais enfin de vulgarisation un peu savante quand même, on peut très bien avoir une vision aussi romanesque de l'histoire à travers des romans historiques qui, eux, prétendront pas nécessairement dire la vérité à 100%, qui peuvent la travestir un peu. On a quand même quelques brillants confrères. Franck Ferrand fait ça merveilleusement. Oui, heureusement. L'histoire de Stéphane Bern sont quand même sont à la fois, qui eux sont quand même sérieux sur le plan historique. Exactement. Respectueux. Mais je dirais qu'on peut... oui, le roman lui-même, il y a des romans historiques qui marchent bien, hein, c'est vrai aussi. Le Floch, par exemple, hein, le commissaire Le Floch, là, ça a été une série sur le règne de Louis XVI, à travers un policier de l'époque. J'ai trouvé que c'était très bien, enfin, des choses comme ça, oui, on pourrait développer ce genre de Oui, bien sûr. choses. Oui. Alors, Philippe Delorme, je rappelle le titre de votre ouvrage, Contre-histoire de France, ni romance ni repentance, vérité sur notre passé, aux éditions Ring. On va peut-être profiter de l'actualité pour prendre justement quelques points précis qui nécessitent de revenir à la réalité des faits. Le premier d'entre eux, si je vais d'un point de vue chronologique, c'est peut-être l'affaire du ballon sous les pieds de Thomas Porte avec la tête du ministre du SOPT. Oui, j'ai vu ça hier. Parce que on s'en est ému, il me semble à juste titre, surtout que... il y a des vierges effarouchées. On va dire heureusement, ça n'était pas une vraie tête, mais parce que je voudrais qu'on ne se méprenne pas sur ce que je vais dire, mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus c'est une composition, c'est-à-dire que volontairement, pour les réseaux sociaux, pour un post et pour du buzz comme toujours, puisque finalement ces députés LFI ne sont là que pour ça, pour améliorer leur compte Twitter, il a donc mis une figure sur un ballon comme s'il écrasait la tête de ce ministre. Oui. Donc moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de voir les réactions, comme vous dites, des vierges effarouchées comme de l'extrême gauche, comme si leur ancêtre révolutionnaire, que ce soit du côté de l'Union soviétique ou du côté du père Duchesne et d'Hébert, etc., avait oublié... C'est pas des têtes en caoutchouc, voilà, c'est des têtes réelles. Oui. Exactement. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire historiquement vrai, cher Philippe Delorme, sur la terreur, sur le côté sanguinaire de la Révolution française. Juste avant ça me rappelle un petit souvenir, un de mes premiers souvenirs politiques, c'était en mai 68, j'étais à Montbard en Bourgogne, et devant une usine, ils avaient pendu Poujade. Alors pas Poujade, Pierre Poujade, celui qui était maire de Dijon à l'époque. Hein. Il avait pendu en effigie. Donc ça s'est toujours fait, de pendre en effigie les hommes politiques, c'est pas bien méchant, et c'est comme ce malheureux député Front National, Rassemblement National, qui avait dit que les immigrés clandestins rentrent chez eux en Afrique, et alors fait un tollé, ils venaient qui rentrent chez eux en Afrique, ça s'adressait pas aux députés de gauche en question. Enfin bon, tout ça est un peu orchestré. Alors la révolution, et justement, on a eu récemment, là, en ce moment, et je suis très heureux d'ailleurs qu'il marche bien, ce film Vaincre ou mourir, fait par Le Puy du Fou,
qui met en scène justement cette période de la Révolution, en particulier les guerres de Vendée, la chouannerie, etc. Moi, j'ai trouvé que ce film est très bien. Il va pas assez loin, à mon avis, dans l'explication, finalement, et dans la dénonciation de ce qu'a été véritablement la terreur. Parce que là, on a l'impression dans ce film que c'est gens qui se soulèvent pour une raison ou pour une autre, et puis on leur envoie des soldats pour les mater. Ça se fait de manière un peu violente, mais enfin, on comprend pas très bien le pourquoi et le comment de tout ça. Or, ce qui se passe avec la Révolution, en particulier avec la terreur, c'est que vraiment on a les origines, je dirais, des idéologies du XXe siècle ou du XIXe, du XXe siècle, qui consistent à créer un homme nouveau. L'idée, c'est régénérer l'espèce humaine, c'est-à-dire transformer les hommes tels qu'ils sont, les hommes d'aujourd'hui, tels qu'ils sont dans leur réalité charnelle, en des hommes nouveaux. C'était l'homo soviéticus à l'époque de l'Union soviétique, mais déjà à l'époque de Robespierre, l'idée c'était de régénérer les hommes. On a des citations qui sont extraordinaires, que j'aurais bien aimé entendre dans le film, sur comment... voilà, donc... voilà, nous, par exemple, le bourreau de Nantes, celui qui fait, parce qu'il y a eu à Nantes, il y a eu de nombreuses, on en parle très rapidement dans le film, les noyades de Nantes, 5000 personnes qui ont été mises dans des bateaux coulés, ce qu'on appelait le mariage républicain, c'est-à-dire on attachait nu un prêtre avec une bonne sœur et on les noyait dans la Loire. Donc Carrier, qui a orchestré ces noyades de Nantes, avait dit, il avait clairement exposé son programme: nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régénérer à notre façon. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un être, de créer un homme nouveau, et donc pour créer un homme nouveau, il faut se débarrasser des hommes réels qui sont anciens, si l'on peut dire, ce qui va expliquer cette déferlement de violence qui va être la terreur en 1793-1794, avec... on pense à au moins 40 000 victimes, dont 16 500 personnes guillotinées. Et contrairement à ce qu'on dit, ce qu'on peut imaginer, ces guillotinés, ce ne sont pas des aristocrates. La plupart, ce sont des gens du peuple, des artisans, des paysans, des ouvriers, etc. Vous vous souvenez, Philippe Delorme, qu'en 89, au moment du bicentenaire de la Révolution française, Libération avait publié en 2 feuillets la liste des guillotinés de la Révolution française. Avec une proportion extrêmement importante de gens très simples, paysans, laboureurs, c'est vrai que la proportion dans la population était de toute façon... disons qu'on n'a pas... D'abord, parce que beaucoup d'aristocrates ont eu l'intelligence de partir à temps. Beaucoup ont payé de leur tête aussi. On a le cimetière... de Picpus, par exemple, pour les fosses communes, là où il y a des fosses communes, où il y a beaucoup d'aristocrates, etc., de nobles. Mais voilà, donc c'est vraiment... moi, j'aurais aimé que dans ce film, on insiste davantage sur le côté original de cette répression. C'est pas simplement une répression d'une jacquerie populaire, comme il pouvait y avoir sous l'Ancien Régime, parce que d'ailleurs, je l'explique dans le livre, à l'époque de Louis XIV, on n'était pas tendre non plus pour les paysans. Quand les paysans soulevaient, on avait les bonnets rouges en Bretagne, la révolte du papier timbré, etc. On envoyait les dragons, les églises étaient, on coupait on détruisait le clocher, etc. Enfin, il y avait une répression féroce. Mais là, l'idée, c'est au-delà des morts et de ces souffrances, c'est que vraiment, il y a une théorisation nouvelle du massacre. C'est-à-dire, on massacre les gens, non pas parce qu'ils se sont révoltés nécessairement, mais parce qu'ils représentent quelque chose qu'il faut détruire. Et ça, donc, au XXe siècle, on va voir ça avec le nazisme. Ceux qu'il faudra détruire sont les juifs, parce que ce ne sont pas des hommes beaux. Et puis, les communistes vont détruire vont vouloir parce que la bourgeoisie ou la haute paysannerie n'est pas dans la ligne du parti, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment... On a, avec Robespierre et la Terreur, déjà les débuts, la en quelque sorte, de ce que seront les idéologies
mortifères du XXe siècle. C'est ce qu'avait déjà bien vu Furet, d'ailleurs, dans ses livres sur la Révolution française. Et là, j'aurais aimé que dans ce film, le personnage qui joue Charette est tout à fait réussi. Les femmes qui jouent avec, elles ont une voix un peu éteinte. On comprend pas toujours ce qu'elles disent. Enfin, ça sont les nouvelles actrices, les actrices d'aujourd'hui. Mais bon, il y a de très belles scènes. Et puis, ce qui est bien, c'est que les gens y vont, malgré cette espèce de contre-propagande débile qu'on a vu dans Libération ou autre. Il y a plus de 300 000 personnes qui sont allées, là. C'est vraiment une réussite. Et ça prouve que les gens ne sont pas autant des cerveaux bien l'imaginer, que quand on leur donne... Quand on leur montre la vérité, la vérité a une force en soi qui, lorsqu'on la montre, finalement, est plus attirante peut-être et plus séduisante que le mensonge. Ouais. Alors, vous disiez, Philippe Delorme, que vous regrettiez qu'on ne montre pas cette idée, cette théorie originale, parce que nouvelle à la base, et comme vous venez de le dire, des totalitarismes du XXe siècle. Mais non seulement c'est original, mais c'est originel. Et moi, c'est ça aussi que je trouve toujours insatisfaisant avec ce focus sur les guerres de Vendée, c'est-à-dire que on risque de viser l'attention sur cette guerre de Vendée en oubliant, comme vous venez de le souligner, qu'aux origines de la Révolution française, il y a le sang, il y a les exactions. Dès le 14 juillet, Delaunay, le gouverneur de la Bastille, est décapité et sa tête est promenée sur une pique. Madame de Lamballe, rappelons quand même que la princesse de Lamballe, même si on lui attribuait une influence néfaste sur Marie-Antoinette, c'était pas non plus aller tellement plus loin les crimes qu'on pouvait lui imputer. La princesse de Lamballe s'est quand même fait violenter, on lui a coupé les seins, on a promené ses organes génitaux internes qu'on est allé lui chercher. On a utilisé son sexe pour faire une moustache à un soldat. Des choses horribles. Ça a été vraiment épouvantable. Mais si vous voulez, en fait, cette révolution, alors là, j'ai parlé de la partie idéologique, la partie pratique, si on peut dire, c'est qu'elle s'est appuyée sur pas sur le peuple, on dit le peuple a pris la Bastille. Non, c'est pas le peuple qui a pris la Bastille, c'est quelques centaines d'émeutiers qui ont profité de la situation pour prendre les choses en main et vous savez, dans n'importe quelle situation, 80% des gens ne font rien. On l'a vu avec cette histoire de Covid il y a 2 ans. 80% des gens ne font rien. Il y a 10% des gens qui résistent en manifestant pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et puis il y a 10% qui en profitent au maximum. Et là, c'est ça. La révolution, ça a été fait avec 10% au maximum de la population, qui étaient souvent des personnages peu recommandables, ou qui en ont profité soit pour s'enrichir, soit pour justement laisser libre cours à leur sadisme ou à leur violence. Donc, vous savez, lorsque la monarchie est abolie, donc en 92, là, en septembre 92, la Convention établit la République, et les députés de la Convention vont être élus avec 10% par 10% de la population seulement. Et encore, on a interdit aux candidats d'opposition de se présenter. Donc, on va avoir une Convention qui va être formée Alors, remarquez, 10% de la population pour élire un président, ça me rappelle à peu près quelque chose d'assez récent aussi. Un premier tour qui n'en était pas loin. Et puis, aujourd'hui, si on prend les abstentions, etc., on n'a pas beaucoup plus de 10%. Bon, enfin, en tout cas, pour revenir à la Convention, c'est cette dictature parisienne, en fait. Donc, cette dictature parisienne de la Convention, mais aussi de la commune insurrectionnelle de Paris, qui, donc, elle s'appuie effectivement sur un certain nombre alors, à la fois de petits bourgeois, qui s'appellent des boutiquiers, des artisans, mais aussi toute une espèce de masse de manœuvres, de gens plus ou moins recommandables, vont instaurer la terreur sur toute la France, parce qu'on parle de Nantes ou de la Vendée, mais c'est pas uniquement Nantes ou la Vendée. En 93, quasiment toute la France est soulevée contre Paris. On a Lyon qui va être quasiment
rasée, qui va devenir commune affranchie, je crois, hein, et puis Marseille, Toulon, la Normandie, enfin quasiment partout en France, dans le Nord aussi, un peu partout, on a des mouvements de révolte contre cette... contre ce que Paris impose au reste de la France. Donc, oui, bien sûr. Alors, même si 250 ans après, grosso modo, on ne peut pas continuer à imputer à la République les actions commises en 1789, il n'empêche que notre fête nationale reste le 14 juillet, que notre hymne national reste la Marseillaise, et que les valeurs, entre guillemets, de la République restent éminemment celles liées à la Révolution française. Donc on ne peut pas non plus, je crois que c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a dit que c'était plus possible cette bordélisation du Palais Bourbon, mais qu'elle lise ce qu'était l'Assemblée des manèges. La convention avec les tricoteuses qui étaient là et qui hurlaient. Les tricoteuses, les cris, et puis les gens étaient habillés n'importe comment, volontairement. Il y a une volonté. Quand on puis il y avait des délégations de telle ou telle commune qui arrivaient, qui prenaient la parole, qui interpellaient le président, etc. C'est effectivement une tradition très ancienne de la République. Voilà, et dans le film Il faut juger la reine sur Arte, qui reprenait le livre d'Emmanuel de Varesquiel, Juger la reine, on voit très bien la violence révolutionnaire, la violence même verbale d'un Hébert dans Le Père Duchesne qui ponctue, à la place de virgule, c'est foutre. Il ne connaît que ça comme ponctuation. Oui, c'était un peu d'ailleurs calculé de sa part, parce que je pense qu'il rajoutait, c'était pour faire peuple, mais comme on dirait. Comme ça l'est de nos jours, Mais oui, bien sûr. Je pense qu'il y a tout un tas d'apports quand même dans cette période révolutionnaire aussi, c'est-à-dire l'idée de la liberté, d'une égalité, en tout cas d'une liberté mais ce sont souvent des vertus qui sont reprises quand même dans ce qu'était déjà le christianisme en grande partie. Donc finalement, la partie peut-être la plus valable de la Révolution, c'est un peu des idées chrétiennes laïcisées, en fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être justement, la laïcité telle qu'on pourrait l'imaginer, qui pourrait être une laïcité vraiment d'une neutralité religieuse, mais qui, justement, pourrait mettre en avant ces valeurs qui sont des valeurs universelles, qui sont finalement des valeurs pacificatrices, universelles, et qui sont en grande partie issues de l'héritage chrétien, quoi. Hein, donc. Alors, pour en finir, non pas avec la Révolution, pour reprendre une célèbre formule, mais pour en finir peut-être avec ce chapitre concernant la Révolution française, je voudrais signaler aux auditeurs qu'aujourd'hui, mardi, dans le Figaro, Thierry Lens, directeur de la Fondation Napoléon, signe une tribune brève mais très intéressante qu'il a intitulée « Les Insoumis mettraient la terreur à l'ordre du jour s'ils le pouvaient ». C'est vraiment une tribune que j'ai trouvée très bien écrite, évidemment, et très intéressante. Et il finit par une citation que je ne vais pas pouvoir vous donner parce que dans le studio, je n'arrive pas à l'ouvrir. Mais en tout cas, sur la France qui sommeille pendant que quelques-uns s'agitent. Vous savez, il y a 2 ans, je sais pas, là on a la mémoire courte, mais pendant cette affaire de Covid et quand même, on a enfermé les gens dans leur appartement pendant 2 mois. Ils mettaient le nez dehors, les voisins les dénonçaient, on était vraiment vraiment dans cette même atmosphère qu'était la terreur sous la Révolution, c'est-à-dire on se méfiait des voisins, si votre coq chantait, vous étiez passible de la guillotine. On mettait le nez dehors, on faisait plus de 500 mètres autour de son appartement, on n'était pas tout à fait fusillés, mais
on n'en était pas loin, hein, quand le président de la République arrive et ponctue on est en guerre, mais enfin qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est que ces discours stupides, enfin c'était vraiment, on a été dans une hystérie qui aurait pu très bien facilement, en fait. Les révolutions sont des périodes d'hystérie, sont des périodes où les réalités s'hystérisent. Hein. On parlait tout à l'heure des réunions à la Convention, c'était des moments d'hystérie collective, lorsque ces gens ont violé et tué la princesse de Lamballe et l'ont massacré, comme on l'a expliqué, c'était un moment d'hystérie, d'espèce de folie. Et je pense que l'homme peut facilement, la population générale peut facilement verser dans l'hystérie, de dénonciation, pendant la Révolution, on dénonçait son voisin parce qu'effectivement il avait un coq qui chantait ou un perroquet qui criait vive le roi ou des choses comme ça, hein. Donc là on n'en était pas loin, hein, il y a 2 ans, et là avec cette histoire d'économie d'énergie on va y arriver aussi à nouveau, hein. On est vraiment dans une période actuellement où des éléments de totalitarisme lourds se mettent en place à travers des prétextes qui sont des prétextes sanitaires, des prétextes écologiques, des prétextes... on n'a jamais été autant surveillé, fliqué, je dirais, que ces derniers temps. Et c'est vrai que l'actualité nous montre aussi, alors sans parler là d'hystérie, mais l'absence de réflexion. On monte, là je vais parler un tout petit peu de l'affaire de Pierre Palmade, mais oui. Regardez combien on a magnifier cet homme dont on a fait des héros modèles, anecdotiques. Et puis moi, il m'a jamais fait beaucoup rire, mais enfin bon. Il a eu son fameux sketch sur le Scrabble qui était très drôle, mais il est passé brutalement. Voilà, on est quand même aussi terrible que ce soit, mais des accidents de la circulation, il y en a malheureusement tout le temps. Enfin. Non, puis surtout, il ne méritait, comme on dit, ni cet excès de gloire, ni cette indignité, c'est-à-dire que c'était un acteur raté qui avait sombré dans l'alcool et surtout dans la drogue, qui a des problèmes existentiels très 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 importants manifestement, et on le savait depuis longtemps, donc c'était pas la peine d'en faire une espèce de modèle. Effectivement, il avait rien d'exemplaire, hein, et aujourd'hui il n'est pas non plus exemplaire du monstre de la route. C'est un pauvre type qui a eu un accident de voiture parce qu'il était alcoolisé et drogué, voilà, c'est tout, hélas. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre en valeur ces gens maintenant. On est dans un monde de toute manière schizophrène, c'est-à-dire qu'on défend tout et le contraire de tout, c'est-à-dire que voilà, on est pour défendre la légalisation de la cocaïne, on défend par exemple, on est pour aider les enfants handicapés, mais on tue les Mongoliens avant la naissance, voilà. Enfin, vous voyez, des choses, on est vraiment dans un monde schizophrène, c'est-à-dire. Vous voulez dire que Madame Macron va au café joyeux, servi par des trisomiques, mais cherche à ce que on inscrive qu'il y en ait le moins possible dans le paysage, quoi. Hein, voilà. Donc et c'est tout est comme ça, tout est comme ça. C'est-à-dire que le changement de sexe, enfin des choses comme ça. On est dans un monde, et là justement on revient à cette idée de la révolution, c'est qu'on crée un monde irréel, en fait, avec des gens qui ne sont pas réels, qui sont idéologisés, c'est-à-dire le type qui change de sexe, qui devient une femme parce qu'il a décidé qu'il devenait une femme. Voilà, on est dans un monde où il suffit de dire quelque chose pour que ça devienne réalité. Mais non, dans la réalité, elle est plus forte que ça. C'est-à-dire que s'il suffit pas de dire quelque chose pour que ça devienne une réalité, il y a des réalités plus fortes qui sont sous-jacentes et qui demeurent malgré tout.
Donc voilà, c'est vrai que moi, ce monde, notre monde actuel, à travers quand on regarde l'histoire, finalement, est très intense parce qu'on bascule très facilement dans la barbarie. On peut très facilement basculer dans la barbarie et dans l'horreur. Et la guerre d'ailleurs, la guerre d'Ukraine nous donne un peu la même un autre risque, enfin un risque qui serait un risque de guerre aussi. Et il faut pas du tout l'oublier. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Philippe Delorme, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui au Mardi de la Mémoire sur Radio Courtoisie. Vous publiez aux éditions Ring, Contre-histoire de France, ni romance ni repentance, la vérité sur notre passé. Vous venez de prononcer le mot de l'Ukraine, vous avez écrit une biographie d'Anne de Kiev. Kiev. Qui n'est pas Anne d'Ukraine, parce que l'Ukraine n'existait pas au XIe siècle, qui n'est pas Anne de Russie non plus d'ailleurs, puisque la Russie n'existait pas au XIe siècle, mais qui était... et on l'appelait alors on appelait Kiev, ça... ou c'est on une l'appelait... facilité de langage à l'époque où elle vivait, on l'appelait Anna, tout simplement, hein, ou la Reina. Elle signe, d'ailleurs, on a un document signé de sa main, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que c'est le premier document signé en cyrillique qui est dans les archives nationales en France. C'est un parchemin, une charte qu'elle avait signée, Anna Reina, hein, en caractère cyrillique, donc Anne, la reine. Hein. Donc non, à l'époque où elle vivait, eh bien, il y avait ce qu'on appelait la Ruthénie ou la Rousse, qui était une sorte de grande fédération ou de confédération plutôt de cités-États qui allaient depuis la Baltique et la mer Blanche jusqu'à au sud de Kiev, pas tout à fait jusqu'à la mer Noire, parce que là il y avait plutôt des installations de Grecs encore. Donc toute cette grande étendue de terre qui recouvre en quelque sorte la Russie actuelle, enfin la Russie d'Europe actuelle, la Biélorussie et l'Ukraine, on appelait ça la Rousse ou la Ruthénie. Elle avait été occupée et administrée par une famille venant de Scandinavie, hein, un petit peu comme en Normandie. Vous savez, les Normands à l'époque, les Vikings allaient un petit peu de tous les côtés, et donc il y avait une famille de Vikings, les Riurikides, hein, descendants du Riurik, qui avaient imposé leur autorité sur les populations slaves de cette région, et donc qui ont été à l'origine de ce que seront les trois pays actuellement qui existent, Ukraine, Biélorussie et Russie. Pour moi, Anne de Kiev j'ai écrit ce livre il y a une dizaine d'années, hein, j'ai toujours dit ça devrait être un ferment de réconciliation. C'est la grand-mère à la fois des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens, et aussi un peu des Français, puisque elle est à l'origine de tous les rois de France. Enfin, tous les rois de France avaient un peu de son sang dans les veines. Mais au lieu d'être un personnage de division, alors c'est vrai qu'aujourd'hui les Ukrainiens l'annexent, disant c'est la première princesse ukrainienne, etc. Le terme d'Ukraine n'apparaît qu'au Moyen-Âge, après les invasions mongoles, enfin tout ça n'a pas de sens non plus. Hein. Ça veut dire d'ailleurs, l'Ukraine, ça veut dire la frontière, la marge, le pays frontière voilà. Donc la Russie, c'est pareil, ne va apparaître qu'à partir du 15e, 16e siècle, autour de Moscou, autour de la Moscovie. Donc, justement, ce personnage aurait été l'occasion de montrer que tous ces Slaves orientaux avaient une origine commune, et au lieu de se battre, devraient plutôt essayer de s'entendre entre eux. Bon, effectivement, ce n'est pas le chemin que, hélas, l'histoire a pris. Oui, et moi je suis toujours passionnée par l'histoire des langues, comment les gens se comprenaient, comment les gens se parlaient. Que parlaient-elles ? Alors déjà, elle parlait... c'est difficile à dire. Elle devait parler déjà le slavon, hein, le vieux slavon, qui est d'ailleurs resté la langue liturgique pour les orthodoxes russes, hein, un petit peu comme le latin. Je pense qu'elle devait avoir des rudiments de grec aussi, puisque en fait la Ruthénie avait été christianisée par des Grecs, hein, d'où l'utilisation d'ailleurs des caractères cyrilliques qui sont des caractères grecs bien sûr. Peu transformés. Et l'arrivée du prénom Philippe, puisqu'on nous a toujours dit alors que c'était Philippe, elle qui nous a amené Philippe. Oui, mais alors Philippe, on n'est pas sûr que ce soit
par ses origines grecques, parce que d'abord, elle n'avait pas d'origine byzantine. Elle avait une grand-mère par alliance qui était une princesse byzantine, mais elle-même ne l'était pas. Et il n'y avait pas tellement de Philippe à l'époque dans les familles byzantines. Donc, c'est peut-être tout à fait un hasard. Moi, j'ai une hypothèse, mais enfin, qui vaut ce qu'elle vaut. Lorsqu'elle est arrivée en France, elle a traversé l'Allemagne et il y avait en Allemagne, je ne sais plus de quel côté, du côté de la Ruhr, par là, un ermitage où un certain Philippe, un certain Saint Philippe, un pieux moine était mort en odeur de sainteté et on venait le prier pour avoir des enfants. Alors donc peut-être qu'elle s'est dit, voilà, si mes prières sont exaucées et que j'ai un fils, je lui donnerai le nom de ce moine. Enfin bon. D'accord. En tout cas, on ne sait pas. Vous savez, c'est une époque sur laquelle on sait quasiment rien. En tout cas, elle parlait le slavon, c'est certain. Elle parlait peut-être aussi encore une langue scandinave, peut-être, puisque sa mère était suédoise. Elle avait sans doute des rudiments de grec au niveau de son éducation. Elle avait dû apprendre au moins à lire le grec dans les textes sacrés, etc. Donc quand elle est arrivée en France, effectivement, comment a-t-elle dit grec, bonjour à Henri je pense qu'elle s'est mise au latin assez rapidement, peut-être un peu, mais bon, au départ, ça devait être effectivement un petit peu difficile. Mais bon, c'est vrai que c'est des époques où on a l'impression que les différences de langue, comme les gens écrivaient moins, il y avait peut-être une plus grande facilité de se comprendre, même si on ne parlait pas tout à fait la même langue. Mais il y avait des langues internationales qui étaient le grec et le latin, effectivement. Donc je pense qu'elle est passée par le latin assez rapidement. On a des lettres d'ailleurs des papes qui lui écrivent en latin, évidemment. Toutes les chartes étaient rédigées en latin. Alors à l'époque, on ne parlait plus latin dans la vie courante, on devait parler une espèce de proto-français, enfin d'ancien français très archaïque. Mais oui, elle a dû... Elle est restée, on ne sait pas combien de temps elle est restée en France, en plus. Ça, c'est très, très complexe. Elle est arrivée en 1051, ça, on en est certain. Elle s'est mariée, elle a été sacrée à Reims avec son mari à la Pentecôte 1051. Donc son mari, qui est Henri Ier, va mourir en 1061, et donc ils ont été mariés pendant 10 ans. Elle aura eu 3 ou 4 enfants, on n'est pas absolument sûr. Et puis après, elle disparaît. Alors on sait qu'elle est morte avant 1075. Donc vous voyez, elle a dû rester 25 ans en France au maximum, quoi. Ah oui. Et où est-elle enterrée? À Saint-Denis? Eh bien, on ne sait pas, justement. On ne sait pas. Non, pas à Saint-Denis. Elle n'est pas à Saint-Denis. On avait cru trouver son tombeau au XVIIIe siècle en Seine-et-Marne, là, je ne sais plus, dans une abbaye, mais enfin, ce n'était pas le bon. Alors, il y a un chroniqueur qui dit qu'elle est retournée chez elle ou vers ses origines, etc. Alors, certains prétendent qu'elle serait retournée donc à Kiev pour mourir. C'est peu probable, d'abord parce que ça aurait été un voyage interminable, peut-être 3 mois de voyage, et puis toute sa famille, son père était mort, ses frères n'étaient plus là, donc qu'est-ce qu'elle serait retournée faire là-bas? Non, elle a probablement été enterrée dans une de des abbayes qu'elle avait fondées, en particulier à Senlis, parce qu'à Senlis, son souvenir est toujours vivant, puisqu'il y a toujours l'abbaye qui est devenue un lycée maintenant, le Saint-Vincent, sous la vocation de Saint-Vincent, donc où il y a sa statue, etc. Et puis en plus, c'est devenu un petit peu la capitale ukrainienne française, parce que l'épouse d'un ancien maire de Senlis, étant d'origine ukrainienne, a facilité justement le renouveau de cette image d'Anne de Kiev. Il y a un centre culturel, Anne de Kiev, à Senlis, avec une église uniate aussi. Donc il y a une vitalité ukrainienne. Alors pour le coup, ukrainienne, oui, mais bon... Kiev est en Ukraine quand même aujourd'hui. Bon, merci Philippe Delorme pour cette parenthèse ukrainienne, mais voilà, tout historique, et je pense que les auditeurs seront... Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Anne de Kiev, on avait consacré déjà des émissions. C'est à la fois un personnage sur lequel on ne sait rien et sur lequel on peut quand même dire beaucoup de choses si l'on s'amuse à essayer de creuser un petit peu la période, c'est-à-dire en reprenant des documents qui peuvent être des documents littéraires de l'époque, des chansons, vous voyez, par exemple même
on a la fameuse tapisserie de Bayeux qui est de 1066, donc 10 ans, 15 ans après son mariage, sur laquelle on voit un banquet. Donc on peut imaginer que le banquet de mariage d'Anne de Kiev a été à peu près similaire à celui qu'on voit sur la tapisserie de Bayeux. Donc vous voyez, en recoupant comme ça des éléments un peu disparates, on arrive quand même à donner un petit peu de corps, un petit peu de chair à ces personnages qui ont... On a le XIe siècle, c'est quand même la période la plus creuse de l'histoire de France en documents. Hein. Oui, d'ailleurs, ce qui fait dire parfois de façon un peu excessive que Anne de Kiev a quitté une cour policée, raffinée, oui. Non, mais ça, pour arriver chez des rustres qui vivaient quasiment sous des huttes. Bon, c'est vrai que... Oui, la télévision ukrainienne avait fait il y a quelques années un documentaire un peu caricatural comme ça, où on le voyait arriver, il y avait des rats qui circulaient sur la table d'Henri Ier. Non, tout ça c'est un peu exagéré. Elle avait des petits chaussons de vison. Ouais. Non, c'est vrai que Kiev était une des plus grandes villes d'Europe, hein, un très grand centre commercial. En particulier, on y commerçait les esclaves. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'en français on appelle l'esclave. Ça veut dire slave en fait, hein, parce que c'était des Slaves des Slaves païens qui étaient mis en esclavage, qui traversaient l'Europe et qui étaient vendus par des marchands juifs à Verdun. Hein. À Verdun, ils redescendaient vers la Méditerranée, où là, ils étaient vendus au monde musulman, hein, donc vers l'Espagne, vers l'Afrique du Nord. Donc finalement, ils faisaient presque tout le tour de la Méditerranée. Il y en a même qui se retrouvaient à Byzance, hein, ou en Égypte. Après être parti de Kiev. Enfin, c'était vraiment un périple extraordinaire. Donc oui, Kiev, c'était une plaque tournante du commerce international, donc de l'esclavage, mais aussi des fourrures, du miel, enfin différentes choses, du bois, etc. Donc c'était une ville... on le voit encore, puisqu'il y a encore des églises magnifiques, hein, comme Sainte-Sophie de Kiev, enfin les grottes, les lors de tout ça, enfin, qui sont vraiment des bâtiments de l'époque, et qui sont encore tout à fait magnifiques, alors que c'est vrai que la France au XIe siècle était quand même dans une période, il y a eu les invasions, normandes, vikings, les Sarrasins, les Hongrois, etc. C'était un morcellement de petits fiefs indépendants qui se battaient les uns contre les autres. Donc c'est certain qu'elle est arrivée d'une cour luxueuse vers une cour quand même moins luxueuse. C'est une réalité. Mais enfin, la France n'était pas non plus un cloaque tel qu'on peut quand même imaginer. Voilà. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage. Donc, le livre, nous parlons d'Anne de Kiev. Anne de Kiev avait été publié. Alors, il a été republié maintenant aux éditions du Cerf, donc en livre de poche, pour une somme très très modique, 8 ou 9 euros. Donc, précipitez-vous sur l'édition de poche, parce qu'elle est très bon marché. Et d'ailleurs, toutes les reines de France, puisque j'avais fait une série de reines de France, donc une collection chez Pygmalion. Chez Pygmalion, elles ont toutes rééditées aux éditions du Cerf en livre de poche. Donc entre 8 et 11 euros. Donc il y a Marie-Antoinette, Anne d'Autriche, Marie de Médicis, Blanche de Castille, Isabeau de Bavière. Voilà des beaux cadeaux à faire, effectivement. C'est des courtes biographies. Alors elles font quand même 350 pages. Enfin bon, elles sont assez complètes. Mais là, en livre de poche, on les a bien en main. Et puis bien c'est sûr. Quand même beaucoup moins cher. Bien sûr. Voilà aussi un auteur qui a contribué à vulgariser et rendre grand public les rois, c'est Georges Bordenave. Georges Bordenave, effectivement, et donc Pygmalion, d'ailleurs, moi j'avais pris la suite en quelque sorte, quand il a eu terminé les rois, c'était Monsieur Vatelet, Gérard Vatelet, qui était à l'époque le patron de Pygmalion, m'a dit il faudrait peut-être faire les reines. Alors je vais m'y mettre. Je les ai pas toutes faites, parce que lui, il avait vraiment eu beaucoup de courage. Georges Bordenave, il a vraiment fait tous les rois. Et moi j'ai fait une dizaine de reines quand même. Là, je continue d'ailleurs chez Auxerre. Là, je prépare une Anne de Bretagne. Là, donc je vais essayer de continuer un petit peu dans le pour
compléter cette collection des reines de France. Donc Anne de Kiev aux éditions du Cerf en collection de poche, et le livre d'aujourd'hui, Contre-histoire de France, ni romance ni repentance, la vérité sur notre passé, aux éditions Ring. Cher Philippe Delorme, finalement on a évoqué comme ça quelques... de toute façon, vous partez du début pour aller jusqu'à la fin, donc combien de sujets... en remettant en cause un certain nombre d'idées reçues, alors c'est pour ça que j'ai fait des titres un peu amusants sur la culotte de Dagobert ou le vase de Soissons ou nos ancêtres les Gaulois, parce que je m'amuse un petit peu de ces images qu'on a qui sont un peu toutes faites sur le passé, pour essayer d'amener les gens les lecteurs vers quelque chose d'un peu plus réel, voilà, dans ce qu'a été ces périodes lointaines ou moins lointaines. Après, ces images d'Épinal, elles servaient tout de même à ancrer dans la tête certains faits historiques. C'est pour ça que je les cite d'ailleurs en début de chapitre, parce que je trouve qu'elles sont amusantes, et donc je les reprends, pas pour les effacer justement, c'est pas de la cancel culture, c'est pas de la déconstruction, comme dirait l'autre, mais au contraire, c'est en partant effectivement de ce que les gens pensent savoir, croient savoir, ou ont vaguement dans un coin de la tête ces images un petit peu folkloriques, d'essayer d'aller vers un peu plus de vérité historique. Chers auditeurs, si vous voulez offrir autour de vous un livre qui permette justement d'avoir une vision juste et réelle et sourcée de l'histoire de France, voilà un ouvrage à acquérir aux éditions Ring, Contre-histoire de France, ni romance ni repentance, la vérité sur notre passé, par Philippe Delorme. Merci beaucoup Philippe d'être venu aujourd'hui au micro de Radio Courtoisie. Chers auditeurs, à mardi prochain.